Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons écologie. Voyager, explorer, rencontrer, ces pratiques aussi anciennes que l'humanité ont explosé au XXe siècle avec le développement et l'accessibilité des moyens de transport au niveau mondial. Le voyage est aujourd'hui à nouveau bouleversé par les crises écologiques, les mutations technologiques et les comportements changeants des voyageurs. Une chose est sûre, le voyage de demain sera différent de celui d'aujourd'hui. L'empreinte écologique des infrastructures touristiques et du secteur du transport, notamment de l'aviation, interroge nos habitudes et le développement des technologies de la communication et l'explosion de l'intelligence artificielle transforment notre conception du voyage et de la découverte. Alors, à l'heure de l'hyperconnexion, les voyages ont-ils encore une utilité ? Comment lutter contre les ravages du surtourisme dans des lieux à préserver, sans pour autant les réserver à certains privilégiés ? Comment inventer de nouvelles façons de voyager ? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Gravari-Barbas, géographe, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du tourisme et du patrimoine. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Et Christian Clot, vous êtes explorateur, chercheur, écrivain et fondateur du Human Adaptation Institute. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là tous les deux aujourd'hui. Alors pour commencer, on peut peut-être définir ce qu'est le voyage aujourd'hui et particulièrement le voyage touristique qui a pris une importance considérable dans le monde et dans les consommations économiques aujourd'hui et particulièrement en France qui, comme l'a annoncé le ministère du Tourisme aujourd'hui, reste la première destination touristique mondiale. Alors Maria Gravari-Barbas, quel est en quelque sorte l'état des lieux du tourisme mondialisé tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez dit, il est mondialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme est vraiment un phénomène social total. Il n'est plus du tout réservé aux pays qui ont été les premiers pays touristiques et qui ont connu le tourisme au moment où il s'est développé essentiellement à la fin du XVIIIe et tout le long du XIXe siècle. Aujourd'hui, il concerne pratiquement toute l'écumène. Et c'est ce qui pose des problèmes puisque non seulement le tourisme est partout, mais les équilibres que vous connaissez entre pays émetteurs et pays récepteurs changent également. Les anciens pays récepteurs devenant émetteurs et vice-versa. Donc on a un paysage qui est très différent. Il garde quand même certaines stabilités. La France reste, comme vous l'avez dit aujourd'hui, une grande destination touristique, sans doute première destination touristique. Il a été, dès le début du tourisme, une grande destination touristique. Donc, il y a des continuités, mais il y a également énormément de visiteurs internationaux en 2025. Oui, effectivement, c'est tout à fait impressionnant. Mais il faut comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement parce que, justement, la France profite d'un capital touristique qui a été construit depuis longtemps. Et quand j'ai dit capital touristique, je ne parle pas seulement des infrastructures qui sont effectivement sophistiquées, importantes, très bien implantées un peu partout dans les territoires. Je parle aussi de la connaissance du tourisme, c'est-à-dire de cette culture qui consiste à savoir et à pouvoir accueillir l'autre. La France fait cela depuis plusieurs années, puisqu'elle a été quand même un des premiers pays qui ont été sur les chemins de ce grand tour dès le XVIIe, XVIIIe siècle. Mais si la France est aussi une grande destination touristique, ceci est également dû à sa localisation, au fait qu'elle est quand même... elle a cette frontière, donc tous les pays en fait, frontaliers passent d'une certaine façon par la France, et donc ça crée parfois un certain nombre aussi d'illusions d'optique. Évidemment, sont comptabilisées, évidemment, entrent en France, mais parfois il s'agit d'une traversée. Il ne s'agit pas du tout de minimiser l'importance du tourisme en France, il s'agit de dire que la localisation géographique compte énormément et le fait que la France se situe là où elle se trouve aujourd'hui, en Europe, dans ces carrefours en fait, des mobilités touristiques européennes plus générales, compte évidemment beaucoup. Et ce que vous dites, c'est que la France a appris à accueillir tous ces touristes ou ces voyageurs divers et qu'elle est donc en capacité de les absorber, entre guillemets. Elle est beaucoup plus en capacité de les absorber que d'autres pays qui sont donc nouvellement entrés dans le tourisme. Quand on voit un peu la situation à Paris, il ne s'agit pas de dire que nous n'avons pas des problèmes de ce qu'on qualifie très souvent de surtourisme à Paris, mais ces phénomènes ne sont pas du tout comparables à ce qu'on a connu à Barcelone ou à Berlin, qui sont donc toutes les deux, pour ne prendre que ces exemples, des nouvelles destinations touristiques qui ont émergé au cours des années 90, en fait, 1990.
Donc effectivement, la France et les grandes villes, les grandes destinations, plus généralement françaises, ont également cette expérience touristique qui aujourd'hui joue un rôle tout à fait important. Quand on parle de cette ancienneté, on doit parler également de l'ancienneté aussi des acteurs du tourisme, des stratégies touristiques, du fait que le tourisme en France est compris comme un phénomène majeur, social, culturel, mais aussi économique. Comme donc cette économie, absolument, et cette économie du tourisme aujourd'hui est quand même importante en France. C'est ce que avec rappelle des acteurs aussi le ministère du Tourisme qui dit que ces 102 millions de visiteurs l'année dernière ont permis d'engranger des recettes records de 77,5 milliards d'euros. C'est non négligeable. Quand on sait qu'il y a des débats budgétaires sur l'état des finances françaises, effectivement, on ne peut plus se passer de cette manne aujourd'hui. C'est vrai qu'on a du mal parfois à le comprendre, mais aujourd'hui, c'est un secteur économique qui est plus important que des secteurs sur lesquels la France a historiquement construit sa réputation, son identité même économique, telle que la voiture, en fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, le tourisme compte beaucoup, même si, étant un phénomène un peu parfois plus difficile à comptabiliser, ceci n'est pas toujours apprécié. N'est pas toujours véritablement comptabilisé, je veux dire. Christian Clot, vous êtes spécialisé dans une sorte de voyage un peu différent, qu'on peut qualifier de plus extrême, parfois soit par ses lieux, soit par ses conditions. Vous avez fait des voyages dans des conditions climatiques, par exemple, très dures. Vous êtes un explorateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'exploration ? Et est-ce que dans un monde où le tourisme est devenu massif, est-ce que l'exploration est encore possible et qu'est-ce qu'elle signifie ? Que signifie être explorateur au XXIe siècle ? Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Oui, désolé. Je vous ai un peu bombardé de... Je dirais, qu'est-ce que ça signifie au XXIe siècle ? La même chose qu'au XXe ou qu'au XVIIIe ou qu'au XIIe, en réalité. C'est l'exploratrice ou l'explorateur. Et là, ce travail, ce but de faire grandir une connaissance, de faire avancer une continuité de savoir que l'humanité peut avoir à disposition. En ce sens, beaucoup de scientifiques sont des exploratrices ou des explorateurs. Longtemps, on a assimilé l'exploration au territoire, à la géographie. C'est vrai que les exploratrices, les explorateurs, c'était malheureusement beaucoup d'explorateurs à l'époque, mais il y avait aussi des exploratrices, partaient à la découverte d'un territoire qu'on pensait nouveau, dont on sait qu'ils n'étaient pas si nouveaux que ça, puisque des populations y vivaient déjà. Colomb, Magellan découvrent un territoire qui est déjà habité. Mais à l'échelle de l'Europe, c'est un nouveau territoire. Donc c'était assimilé à cette notion-là. Rapidement, on commence à réaliser que l'exploration, elle a surtout pour but de comprendre, d'aller voir et chercher des nouvelles connaissances. En ce sens, on peut traverser un territoire pour la première fois, et on est un explorateur territorial géographique. On peut le retraverser en prélevant des données sur les insectes, sur les plantes, et alors on est un explorateur botaniste ou zoologique. On peut travailler ensuite pour aller voir ce qu'il y a un peu sous terre, et ainsi de suite. Donc on voit que l'exploration n'a pas de fin, dès lors qu'on considère qu'elle doit apporter un regard nouveau sur un phénomène territorial, vivant ou autre. Et donc, vous travaillez sur l'adaptation humaine, si j'en crois le nom de l'institut dont vous êtes le fondateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et sur quoi vous travaillez justement lors de vos explorations actuellement ? Moi, j'ai travaillé dans un premier temps sur des explorations territoriales parce qu'il y avait encore de quoi faire au début. Et puis rapidement, en faisant ça, j'ai aussi découvert des populations, des humains qui étaient eux-mêmes en mutation, en transformation. Et rapidement, j'ai dirigé mes recherches sur cette notion de la mutation humaine ou de la mutation du vivant dans un contexte effectivement de transformation profonde, à la fois territoriale, géopolitique, systémique. Et on voit des populations entières en train de devoir chercher de nouvelles modalités, de nouvelles transformations. Et moi, j'ai voulu essayer de comprendre ça et de voir ce que ça signifiait et comment on pouvait ou non être plus ou moins adaptable dans une condition de changement profond. Et ça m'a amené effectivement à travailler avec des populations diverses et variées au travers du monde, à essayer de comprendre les migrations, parce que la migration est une adaptation en soi, même si elle est ultime. Et aussi ici en France, on voit bien qu'on est aussi soumis à des mutations profondes. Et en ce sens, c'est intéressant de voir que ce qui est critiqué ici est chéri là-bas. Ici, on critique l'avion et c'est sans doute normal par rapport à l'écologie. Mais dans des tas de pays où justement le tourisme est devenu une des premières économies et donc fait vivre des centaines, des milliers de personnes, on se dit au contraire, j'ai besoin de ça. Donc l'avion c'est cet équilibre. L'avion devient une chance. Donc, où sont les équilibres ?
où sont les discussions, où sont les points de dialogue. Et ça, c'est vraiment le travail que je me suis assigné. Justement, cette question des modes de transport et donc de l'aviation qui a créé un boom considérable des déplacements de population et notamment pour des raisons de tourisme. Comment faire aujourd'hui pour concilier cette manne formidable et même cette chance, comme vous le dites, de pouvoir aller voir, rencontrer, partager des choses communes en tant qu'humain sur l'intégralité de la planète et des enjeux plus globaux de réchauffement climatique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous, par exemple ? C'est quelque chose qui m'intéresse, évidemment, puisque c'est au centre du tourisme et des mobilités touristiques. On sait aujourd'hui que le tourisme est impactant. On sait qu'il est responsable de pratiquement 8% des émissions de CO2. 8%, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela ? Beaucoup de choses, mais il faut le faire. Excusez-moi, c'est 8% en incluant les transports aériens, bien sûr, évidemment. On peut faire beaucoup de choses si on a envie et la capacité de le faire. Ce que j'essaye de dire, et je le dirais sans doute aussi pour d'autres aspects concernant le tourisme, est que très souvent, on lève un peu les mains en se disant que c'est comme cela. Mais finalement, toutes ces questions relèvent, in fine, d'une volonté politique. Évidemment, cette volonté politique, elle est très différente en fonction d'où on parle. Et vous avez tout à fait raison de dire que dans certains contextes, on n'a pas la possibilité. On n'a pas la possibilité parce que le tourisme se présente comme le seul moyen qu'on a, la seule industrie qu'on a. Se présente comme, je ne dis pas qu'il est, pour en pouvoir survivre. Mais j'estime que dans des contextes, donc des pays développés où le tourisme est justement une activité ancienne, on doit se poser ces questions-là de façon sévère et considérer que tout un ensemble de choses dépendent vraiment d'un certain nombre de décisions qui sont coûteuses financièrement, qui sont coûteuses aussi politiquement. On sait qu'il y a des efforts aujourd'hui pour que le transport ferroviaire se développe là où il peut se développer. Et il y a effectivement de nouvelles possibilités qui émergent aujourd'hui en Europe, de nouvelles connexions qui permettent en fait de voyager en Europe. Mais cela reste aujourd'hui limité et extrêmement coûteux. Et c'est totalement paradoxal de voir cela, c'est-à-dire qu'on peut avoir recours à un vol low cost qui coûte très très peu, alors que le transport ferroviaire est aujourd'hui extrêmement cher et parfois compliqué, avec plusieurs connexions. À un moment, on pose les choses sur la table, on fait un calcul sur un coût immédiat et à long terme, et on prend les décisions qu'il faut prendre. Donc l'économie est une explication qui est parfois un peu biaisée, si on ne prend pas en compte la question de façon un peu plus holistique. C'est aussi les manières de voyager qui ont changé. On pense souvent je ne veux pas citer le nom de la compagnie d'aviation, mais on sait qu'avec les vols très low cost, il y a eu une sorte de voyage pour le week-end qui s'est développé aussi. On pouvait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. C'est aussi une manière de voyager où on peut aller très loin, très vite. L'un apporte l'autre. C'est-à-dire le fait est qu'on puisse aller dans plusieurs destinations européennes. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est très européen, ceci, en fait, par la densité des destinations qui se trouvent en Europe, dans des distances qui sont relativement courtes. Donc, savoir qu'on peut aller avec un coût qui est minime dans telle ou telle ville européenne permet effectivement aujourd'hui quelque chose qui n'était pas possible il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, c'est-à-dire y aller pour une nuit ou deux. Et c'est là où, effectivement, il y a des vraies problématiques. Quand on voit que pendant longtemps, plusieurs villes ont demandé, en fait, à ce que ces compagnies de low cost les desservent, viennent exactement. Donc voilà, tout ceci est très court-termiste. Quelques années plus tard, on voit les exemples que vous citiez avec Barcelone ou Berlin, où il y a eu un tel afflux massif rapidement qu'en fait, même la population s'est mise à émettre un ras-le-bol. Tout à fait. Et pour venir à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui... On se tournera vers l'explorateur ensuite pour qu'il nous raconte le voyage au long cours. Allez-y. Non, je vous en prie. D'accord. Non, ce que je disais, c'est que les générations, en fait, celles de mes étudiants, par exemple, je pense qu'elles sont totalement conscientes par rapport à cela.
elles font presque un bilan carbone. Elles essayent, ces générations, essayent de ne pas voyager, mais à un certain moment, il faut qu'ils soient accompagnés par les dispositifs existants. Donc, ce qui est positif, c'est que désormais, il y a une prise de conscience, notamment pour les jeunes. Donc, on peut espérer que les choses seront meilleures dans l'avenir. Ouais, je suis moyennement d'accord avec ça. Non, je suis optimiste, mais je ne suis pas 100% d'accord avec ça, parce qu'on voit quand même que c'est aujourd'hui les plus jeunes qui prennent quand même le plus l'avion. Donc, il y a un enjeu, mais je crois que l'enjeu, il est encore ailleurs, en fait. C'est que on a changé un mot sur le tourisme. Avant, on allait à la rencontre, comme vous avez dit. Aujourd'hui, on va consommer du tourisme. Et je crois que c'est ce basculement aussi qui a tout changé. C'est-à-dire que le changement de perspective, malgré tout, alors je ne dis pas que le voyage d'avant était mieux que le voyage d'aujourd'hui. Il ne faut pas commencer à simplifier le jugement, mais c'est vrai qu'il y avait un peu moins d'infrastructures. Donc quand on partait, on allait un peu plus à la quête de quelque chose, d'une rencontre. On voulait comprendre un autre territoire, peut-être rencontrer des humains. Puis se sont construits les zones touristiques à la Cancun et autres qui étaient aussi une demande, un appel, un besoin peut-être, je ne sais pas. Et c'est vrai que le tourisme s'est petit à petit tourné vers un outil de consommation comme un autre, en réalité, avec cette possibilité de voyager très vite, très loin, très fort. Et puis, sans toujours mettre les choses sur les réseaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image qu'on a de certains endroits donne envie d'aller voir à son tour. Donc c'est vrai qu'on a une sorte de cercle vicieux. Et c'est vrai que c'est difficile pour un jeune aujourd'hui qui a envie de rencontrer, de découvrir, de lui dire t'avais un super truc sur Instagram, mais toi, t'as pas le droit d'y aller. C'est compliqué. Donc en fait, la question, c'est comment on redonne au tourisme, parce que je crois qu'il a ses noblesses aussi, la rencontre plus que la consommation. Et il y a quelques agences de voyage aujourd'hui qui se posent vraiment des questions, y compris des historiques. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne pense pas que c'est le but, mais il y a quelques agences de voyage qui se disent aujourd'hui, on va essayer de proposer moins de voyages, mais un peu plus longs. Et peut-être qu'il y a une dynamique qui va se créer petit à petit, mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que la facilité aujourd'hui à laquelle on se déplace donne cette envie. Vous avez mentionné les réseaux sociaux et notamment Instagram où certains lieux deviennent en fait viraux comme d'autres sujets et deviennent effectivement très attractifs simplement par multiplication des vidéos des gens qui vont sur ce lieu. Et ces lieux, en eux seuls, peuvent motiver l'achat d'un billet d'avion, la réservation d'une nuitée et un déplacement. Et à des moments très précis en plus. Si vous prenez les champs de lavande de Provence, on va les voir à cette date, à 7 heures, parce que là, il y a le bon soleil, et on veut tous avoir la même photo. Donc c'est vrai que ça, c'est un enjeu de consommation qu'il va falloir faire évoluer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent structurellement déjà à l'heure actuelle ? Est-ce que Instagram a déjà, il y a déjà un effet Instagram sur le tourisme Instagram mondial ? n'est qu'une partie du problème, en fait. C'est-à-dire, je pense que c'est beaucoup plus complexe. On parle d'Instagram et on parle déjà de moyens que nous connaissons en Europe. Et par rapport à ce que je vois dans d'autres contextes, et je prendrai l'exemple chinois qui me semble vraiment intéressant, et qui repose sur d'autres plateformes, comme The Little Red Book ou comme Douyin, qui est l'équivalent de TikTok, là on est vraiment dans la prescription absolue. C'est-à-dire que le hors des sentiers battus que nous cherchons peut-être en Europe n'existe pas, parce que il faut aller là où les autres sont allés. Et c'est vrai que c'est un problème. En même temps, ce que cela permet, c'est d'orienter le tourisme. C'est-à-dire que du moment où ça émane de tel ou tel lieu, il est plus facile d'orienter le tourisme, qui est sans doute plus facile à prédire et anticiper qu'un tourisme mature, de faire ce que vous comme le tourisme européen. Sur la France, c'est-à-dire d'avoir les capacités d'accueillir tous ces touristes qui vont, parce qu'on sait où est-ce qu'ils vont et pourquoi ils y vont. Oui, d'une certaine façon. Mais en fait, je pense que dès le début, le tourisme était en fait cette volonté d'aller voir l'autre, et cela reste. Et si je peux me permettre, je crois qu'aujourd'hui, les gros problèmes que nous avons des destinations qui sont qualifiées d'hyper-touristiques ne viennent pas en fait de touristes qui vont dans des enclaves. Parce qu'à la limite, ces touristes qui vont dans des enclaves touristiques embêtent un peu les autres. Il y a les infrastructures, nous on les appelle
très souvent des enclaves, mais en fait, ce sont des lieux qui sont organisés et qui ont une certaine perméabilité quand même avec les contextes dans lesquels ils se trouvent. Les gros problèmes qu'on a eu, les grosses disruptions du tourisme au cours des dernières années, elles ont eu lieu parce que justement, aujourd'hui, on veut vivre comme les locaux, on veut aller habiter chez l'habitant, on veut sortir en Europe de ces sentiers battus, on veut aller habiter dans des quartiers qui étaient jusqu'alors des quartiers résidentiels, les transformant effectivement de façon qui est tout à fait marquée. Voire on veut aller dans des zones ou des régions dans lesquelles on n'allait pas parce que c'est dangereux, par exemple, parce qu'il fait très froid ou très chaud. Et ça, est-ce que vous, Christian, qui êtes allé dans ces régions en tant qu'explorateur, vous avez vu peut-être ces régions, notamment, je pense à l'Arctique, changer à cause d'un tourisme qui s'y développe? Oui, alors, je dirais, il y a plusieurs... On pourrait catégoriser. Il y a les surextrêmes, comme si vous prenez certains déserts extrêmement chauds, il n'y a quand même pas encore beaucoup de tourisme, même s'il se développe un peu, mais ça reste très, très raisonnable. Mais effectivement, d'autres zones qui sont accessibles par des moyens de facilité. L'Arctique, comme le Spitzberg, est accessible avec des gros bateaux, donc c'est facile d'y aller. On n'a plus besoin d'être un explorateur avec une poulka et des skis. Et évidemment, ça a développé toute une volonté touristique qui est assez destructrice. Alors après, il faut aussi relativiser la destruction par rapport à l'ensemble de ce qui se passe sur le monde. Mais néanmoins, ces gros bateaux ont des logiques un peu particulières. Si on prend l'Antarctique, c'est les groupements des navires antarctiques qui régulent le tourisme antarctique. Autant dire qu'ils régulent à sa manière, on va dire. Donc c'est un enjeu. C'est difficile de dire à des gens, encore une fois, vous n'avez pas le droit d'y aller, moi j'ai le droit d'y aller. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. On doit accepter qu'il y a un questionnement. Là où on doit beaucoup travailler, c'est sur l'éducation. Parce que l'humain, il reste fondamentalement, et même si le tourisme sort de cette catégorie, mais il reste fondamentalement explorateur. On est, en tant que bébé, avec le besoin de comprendre notre monde, et donc un bébé, s'il ne va pas toucher tout, s'il n'explore pas son territoire, il ne se développe pas, et ça, c'est ancré quelque part. Donc cette envie d'aller voir l'ailleurs est ancrée dans l'humain. Et c'est vrai que quand on est dans un système où il y a à disposition la facilité de voyager et qu'on a la possibilité de le faire, alors souvent on essaye de le faire. Et nous, on doit aujourd'hui se questionner sur effectivement le rapport à ce déplacement. Effectivement, il y a des zones en guillemets de surtourisme ou des enclaves touristiques. Bon, elles sont ce qu'elles sont, et je dirais, on va pas changer ça demain, mais cet enjeu de ne pas être, j'allais dire, presque colonialiste de notre manière de voyager, à savoir de se dire, je vais aller, comme vous disiez, m'installer là parce que c'est là qu'il y a les habitants, mais en réalité, je vais être un passant et je vais croire que je vais les comprendre parce que je vais passer 2 semaines avec eux. C'est très relatif. Donc, il y a vraiment toute une éducation à faire là-dessus. Je pense qu'on est assez mature, en tout cas en Europe, pour apprendre à le faire. Mais on a ce besoin de questionner des zones et malheureusement, le monde aussi se réduit. Il y a beaucoup de pays qui se ferment en raison de guerres, de situations géopolitiques complexes. Donc, il y a des zones qui se ferment complètement, qui vont rabattre sur d'autres territoires. On voit que même les États-Unis, aujourd'hui, sont devenus un pays beaucoup moins accessible Les États-Unis sont moins accessibles qu'avant. Moins désirables. Moins désirables. Ça, c'est un autre sujet. Oui, mais on voit qu'ils imposent des contrôles maintenant, notamment en scannant les réseaux sociaux des voyageurs qui arrivent, le décret n'est pas passé. Et en réalité, c'était déjà le cas avant. Enfin, moi, j'étais aux États-Unis, en ayant été dans certains pays, je peux vous dire qu'on était déjà contrôlé extrêmement, de manière extrêmement importante. C'est pas vraiment nouveau. Simplement, est-ce qu'on a encore envie Est-ce qu'on a envie d'aller donner de l'argent dans un pays dont on ne partage plus les valeurs? Ça, c'est à chacune et à chacun de choisir. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va dans une dictature ou non? Est-ce qu'on va aux États-Unis ou non aujourd'hui? C'est discutable. Et en tout cas, on ne doit pas aller dans ces territoires en pensant qu'on va les changer ou leur apporter quelque chose. Soyons très humbles là-dessus, on y va parce qu'on a envie de les découvrir et je ne pense pas qu'il faut se donner une autre mission que celle-ci. Mais l'inverse peut être vrai. Ou plutôt, est-ce que l'inverse est encore vrai? On a souvent dit les voyages forment la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où tout est plus ou moins déjà visible avant même le voyage, où on peut avoir déjà tout vu avant même de se rendre à destination, est-ce que voyager forme encore la jeunesse? Est-ce qu'on peut... Évidemment. Mais évidemment, non, mais ça, c'est une facilité de langage, de dire que tout existe et qu'on a tout vu, évidemment. Enfin, je veux dire, les gens ne voyageraient pas si la rencontre avec les lieux n'est pas une révélation. Et des révélations, il y en a, même dans des contextes qui sont très touristiques,
même quand on a l'impression de passer derrière je ne sais pas combien d'autres voyageurs ou touristes, eh bien, évidemment, la révélation et la rencontre avec les lieux existent. Enfin, ça je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. J'aimerais revenir à une question qui est essentielle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'éducation, elle est importante. Mais en fait, l'éducation de qui, comment, etc. Si je reprends l'exemple de la France, qui est une destination internationale, aujourd'hui, la France est visitée par des publics touristiques qui accèdent au tourisme, certains pour la première fois, et qui sont des primo-visiteurs en France. Donc voilà, comment indiquer, comment expliquer. Mais évidemment, c'est quelque chose qui doit continuer. Mais n'oublions pas, encore une fois, que comme toute autre industrie, si on considère que le tourisme est une industrie, c'est pas un terme que j'emploie facilement, doit être organisé et régulé. Et c'est là où, vraiment, nous sommes extrêmement faibles. On commence à réguler véritablement le tourisme au cours des dernières années, parce que justement, le tourisme est devenu un phénomène qui nous dépasse. Quand vous dites « on commence », la France... Je parle de la France, je parle de l'Europe, de Barcelone, de Berlin, d'Amsterdam, donc de Prague, de Venise, des villes qui ont connu ces phénomènes-là. Jusqu'à maintenant, c'était un peu, excusez-moi l'expression, open bar. Et au contraire, en fait, tous les ans, les autorités locales, les autorités nationales, comme les statistiques que vous donnez là, étaient ravies de dire qu'on a une croissance du tourisme. À aucun moment, que je sache en tout cas, un pays ou une ville n'a voulu ou n'a pu communiquer sur une décroissance. C'est un gros mot. Personne ne parle de cela. On a l'impression d'une différence entre le discours national et le discours local, en fait. C'est pas ça, non, parce que même à un discours local, personne ne parlera ouvertement d'une décroissance, parce que il suffit de dire ça pour avoir un lever des boucliers de tous les secteurs du tourisme, ce que je comprends également. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ce que j'essaye de dire, c'est que, in fine, tout est question de régulation. Cette régulation, en Europe en tout cas, arrive au moment où le tourisme connaît, ou plutôt apporte, toutes ces disruptions. Le low cost, les croisières, les plateformes. Les plateformes qui ont été vraiment, qui ont changé totalement le tourisme et la nature de comment on habite dans une ville, dans quel contexte on est, qui a bouleversé les quartiers, etc. Et c'est là où on se réveille. C'est-à-dire, on est dans des contextes qui sont anciennement touristiques, pour plusieurs contextes européens, et c'est maintenant que c'est dit, ah non, là, ce n'est pas possible. Là, il faut limiter le nombre de bateaux qui vont accoster. Là, il faut limiter le nombre d'avions. Là, il faut limiter le nombre de jours de location du Airbnb. Et tout ceci, aujourd'hui, se met en place, mais ça reste encore extrêmement fragile et très, je dirais, timoré, tout simplement parce que quand on parle de tourisme, on parle d'un système social dans lequel vous avez les décideurs publics, locaux, nationaux, internationaux, vous avez les entreprises et les secteurs privés, vous avez les habitants, vous avez les touristes et vous avez un secteur associatif. Ça fait beaucoup de monde à Ça fait beaucoup de monde qui n'a absolument pas les mêmes intérêts. Vous avez les lobbies des entreprises qui va évidemment... C'est normal en fait. C'est normal, il va essayer de faire ce qui est possible de faire pour accroître le bénéfice. Vous avez les habitants qui vont pâtir et qui vont mettre les... Donc, in fine, tout ceci doit être vu localement et ses limites, quelles qu'elles soient, doit être discuté avec toutes les parties prenantes. Il y a des villes, et là, je peux parler de nouveau de Barcelone, qui ont, en fait, gagné ou argumenté, en tout cas, leurs élections précédentes sur la base du tourisme. Le tourisme devient, enfin, un sujet politique majeur. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est vraiment quelque chose qui arrive depuis maintenant une dizaine d'années. Mais donc, dans des endroits fortement touchés. Et forcément. Mais il peut y avoir une différence entre Barcelone et le pouvoir national d'Espagne qui dit oui, mais l'argent que nous rapporte le tourisme à Barcelone... Oui, sauf que c'est Barcelone qui décide. C'est Barcelone qui décide. Et là, surtout en Espagne, où entre Barcelone Madrid et Barcelone, c'est compliqué. Entre Barcelone et l'Espagne, il y a la Catalogne. Donc, la question, elle se pose localement. Et l'ancienne mairesse de Barcelone, elle a été élue également sur un programme des limitations strictes du tourisme. Est-ce que cela a été réussi? Certainement pas, de façon parfaite, loin de là, je dirais même. Mais en tout cas, les questions ont été posées. Et on a compris que le tourisme n'est pas vraiment un phénomène qui peut aller là où il veut, comme il veut, de façon totalement organique, pour prendre la place qu'il souhaite prendre, mais que tout ceci se construit
dans la négociation et dans l'arbitrage avec les autres acteurs. Christian Clot. Oui, il y a quand même des exemples extrêmement réussis. Si je prends l'exemple des calanques autour de Marseille, avec un système qui a été construit pour qu'on puisse limiter le nombre de personnes en été sans frustrer les gens, parce qu'en fait, c'est un système d'inscription, mais qui n'est pas basé sur l'argent, qui n'est pas basé sur un tirage au sort, comme c'est le cas dans certains endroits. Il y a un contentement assez global, en fait, de ce qui a été fait là-bas, avec certes moins d'accès, mais du coup, un accès qui reste vrai pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de manières de créer une forme de régulation, une forme de contrôle, sans frustrer et sans empêcher. Et je crois que c'est des modèles qui sont en train de se développer. On le voit en Finlande de plus en plus, on le voit dans certains pays, qui ont une approche un peu plus soft de la régulation, sans vouloir totalement interdire. Et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Vous posiez la question au début, est-ce qu'on pourrait remplacer le tourisme par des outils comme l'intelligence artificielle ou autre? Il y a une certitude avec la rencontre avec un territoire, c'est que c'est l'ensemble des sens qui sont pris et qui sont motivés. Vous avez la sensation odeur, vous avez le toucher, vous avez la vision, vous avez l'air dans les cheveux, pour ceux qui en ont en tout cas. Et toutes ces choses-là sont à ce jour pas remplaçables. Je pense qu'elles ne le seront jamais totalement. Et même si on remplaçait avec une expérience virtuelle, l'expérience virtuelle va durer 1 heure, 30 minutes, là où l'accès au territoire va durer la journée, la semaine, peut-être le mois. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement irremplaçable. Et si on arrivait à le faire, ce serait avec des moyens AI technologiques tellement développés que, en tout cas, si on voulait réduire l'impact du tourisme par ces moyens, ce ne serait pas vrai parce que ce serait une consommation gigantesque d'énergie, d'eau et ainsi de suite. Donc, les solutions ne sont pas là, assurément pas. Ça peut être intéressant pour des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas se déplacer. Des personnes qui sont à mobilité peut-être difficile ou des personnes qui sont trop âgées. Là, on a effectivement quelque chose. On peut visiter des musées aujourd'hui virtuellement. Et finalement, quand on ne peut pas faire autrement, c'est super, mais ça ne remplacera pas de voir le vrai tableau et l'expérience sensorielle. Ce n'est pas du tourisme. Pour dire les choses telles quelles, aujourd'hui, on parle de tourisme virtuel. C'est un abus de langage. Ce n'est pas du tourisme culturel, c'est des pratiques, en fait, en ligne. Mais c'est absolument autre chose. Ce sera le mot de la fin. Bon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour approfondir le sujet sur Voyager demain, La Croix vous propose un grand dossier pendant 15 jours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à La Croix sur YouTube et sur Instagram. Et à bientôt pour continuer de parler écologie.